Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un format de vidéo un petit peu différent où j'aimerais vous emmener avec moi sur le chantier pour approfondir les choses vis-à-vis des enduits. Ici, nous sommes dans la campagne tarnaise où une magnifique maison a été bâtie. D'ailleurs, félicitations au propriétaire parce qu'il a fait les plans tout seul et c'est quand même un sacré challenge. Je vous emmène faire un petit tour du propriétaire pour vous montrer un petit peu la tête de la bestiole et vous expliquer aussi, la problématique qu'on rencontre sur ce chantier. Vous le voyez là à l'image, des morceaux de placo ont été rajoutés puisque, lors de la création des cloisons placo, les cotes laissées pour les portes, n'étaient pas les bonnes. Donc la conséquence directe de ça, c'est que le client ne peut pas installer ses portes et terminer donc, sa maison. Là, je vous montre ici exactement ce qu'il va falloir reprendre. Donc, il a repositionné sur les bonnes cotes de porte du placo. Alors, celui-là, c'est du jaune. C'est celui qu'on utilise pour faire les toilettes suspendues. Donc, c'est un placo qui est très fibré, qui est très dur. J'ai posé un cadre de porte, enfin, je l'ai présenté pour pouvoir vous montrer un petit peu la problématique face à laquelle on se trouve. Donc là, ce qu'on voit en jaune, c'est le placo qui a été rajouté. Et il y a ce jour tout le long, alors certains diront qu'on peut le corriger avec un coup d'acrylique, mais le problème c'est que ça reste un travail éphémère puisqu'au premier claquement de porte, ça va travailler et laisser revenir la fissure. Donc autant faire les choses correctement. On est dans une belle maison et on va donc faire en sorte que les réparations soient durables. Chaque artisan a ses petites préférences vis-à-vis des produits. Moi, je vais vous exposer ceux que je vais utiliser ici pour ce cas précis. Et de toute façon, c'est en pratiquant les enduits qu'on les appréhende au mieux et qu'on comprend leur fonctionnement. Et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires pour le cas qui est le vôtre chez vous. Je me ferai un plaisir d'y répondre sur les enduits qui seront les plus adaptés. Donc la première des choses ici, ça va être de passer un coup de râpe à placo pour vraiment arriver à égaliser, voire mettre un petit peu en dessous du mur fini, le niveau du placo qui a été rajouté. Là où il y aura de la charge au plâtre, je rajoute des vis en 35 un peu en dessous du niveau du placo pour une résistance mécanique et puis j'attaque le plâtre. Ici, je vous montre comment travailler le plâtre. Alors c'est valable pour toutes sortes de reprises sur les murs, que ce soit des prises à sceller, du gros rebouchage. Le plâtre, alors là celui que j'utilise, le 737 de Plafermax, se travaille en plusieurs temps. Donc on le gâche directement à la consistance avec laquelle on souhaite l'utiliser. On le laisse tirer une fois qu'il a été posé donc sur le mur à travailler. Et pendant sa prise, on vient le gratter gentiment. Alors toujours avec un couteau propre. On ne laisse pas de petites épaisseurs. Là, ce que je suis en train d'enlever, typiquement, c'est quelque chose qui pourrait casser dans le temps. Le plâtre va mettre plusieurs jours à sécher à cœur, mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il pourra être recouvert dans l'heure quasiment par un autre enduit. Et cet autre enduit, ce sera le MAP. Personnellement, j'ai une grande préférence pour la marque MAP de chez Placo Saint-Gobain. Il n'a pas de retrait, il fissure très peu, il est très facile à travailler. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le MAP ne se ponce pas du tout. Donc, quand on l'applique, on le met toujours en retrait. Ici, je sépare en deux zones pour vous montrer vraiment en bas, la partie basse, j'en ai mis plus intentionnellement. En haut, il en manque un peu. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est important de venir le faire pénétrer dans le support, donc de l'aplatir plusieurs fois. Et plus on va mettre de la charge, plus ce sera facile. À l'arrivée, ce qu'on cherche, c'est que le map soit à peu près au niveau fini de notre placo. Jamais au-delà, mais sur le niveau fini. Pensez à chaque fin de passe d'enduit, à enlever les surplus, à ébavurer les arêtes. Le temps pour moi de faire tous les cadres de porte, je reviens à la première, le map a tiré, il est sec. Alors comme le plâtre, il mettra quelques jours à sécher à cœur. Petite astuce au niveau des enduits, donc là je vais travailler avec du PR2, donc c'est un enduit qui est donné en prise en 2 heures, donc celui-là je vais m'en servir pour le collage des bandes. La question du cloquage des bandes revient souvent sur la table et pour éviter ce phénomène, ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est de systématiquement laisser le double de temps de séchage préconisé sur les enduits. Chose importante à savoir, on met toujours l'eau avant de mettre la poudre. En ce qui concerne la consistance, c'est propre à chacun. Certains travaillent avec des enduits très liquides, d'autres avec des enduits très épais. Petit conseil, si vous débutez dans les enduits, essayez d'obtenir cette consistance. Ça vous évitera d'en mettre partout et ce sera beaucoup plus facile à l'utilisation. Ici, certains cadres de porte me permettent de passer avec de la bande armée, beaucoup plus simple à poser, puisqu'il n'y a qu'une feuille de placo.
qui a été rajouté, mais sur certains autres cadres, la quasi-totalité au final, je vais passer avec de la bande papier, de la bande à plat pour reprendre les 2 épaisseurs de placo qui auront été rajoutées. On va chercher à étaler l'enduit sur 1 à 2 millimètres d'épaisseur, puis ensuite tailler la bande à la longueur désirée. Tenez votre bande avec votre main gauche ou avec un couteau à enduire pour ensuite pouvoir chasser dessous l'excédent d'enduit. Le temps pour moi de faire toutes les portes, il se passe 3h30 à peu près, donc ce qui me permet de revenir sur mon départ. Donc pour venir mettre une passe de charge, là ce qu'on cherche à faire, c'est de charger la bande, donc de lui mettre une couche d'enduit suffisamment épaisse pour pouvoir et la camoufler et la maintenir dans le temps. Ici, je grossis vraiment le trait, c'est-à-dire que je mets beaucoup d'enduit, bien plus que ce qu'il n'en faut, mais tout ça pour vous expliquer que plus vous en mettez, moins vous êtes sujet à laisser des creux. Tout ce qui sera bosse, donc les fusées, ce qui dépasse, c'est pas grave, ça part au ponçage et de toute façon, on gratte systématiquement les enduits avant de passer une deuxième passe. Quand vous en avez en trop, n'hésitez pas à le poser sur le mur d'à côté et ne remettez pas dans le seau les enduits que vous avez utilisés et ça ferait tirer beaucoup plus vite le reste de votre seau. Là, vous voyez dans le geste que pour obtenir une surface lisse, j'enlève l'excédent et je le mets sur mon couteau à côté. Le fait de travailler avec une lame propre va vous permettre de lisser correctement votre enduit. On cherche à, sur le côté gauche, arriver au niveau 0 et sur le côté droit, laisser de la charge. Travailler au départ avec des couteaux qui sont moins larges pour petit à petit les élargir. On fait un petit bond en avant dans le temps. Ici, l'enduit est sec. J'ai eu le temps d'aller charger toutes les autres bandes de la maison. Avant de faire une passe d'enduit supplémentaire, il est important de tout ébavurer. Ça vous évitera d'avoir des petites vaguelettes sur vos enduits. J'ai repréparé du PR2 en petite quantité pour faire ma deuxième passe d'enduit. Et sur cette deuxième passe, ce qu'on va chercher à faire, c'est à élargir un petit peu le premier travail. Donc, on vient faire mourir l'enduit sur le côté presque au niveau 0. On s'imagine créer un angle entre le côté où est la bande, on laissera le plus de charge, et le côté qui est le plus éloigné, donc celui sur le mur, sur lequel on ne laissera quasiment rien. Le client m'a demandé de faire des reprises à droite à gauche, puisque quand les sols ont été posés, des marques ont été faites sur les murs. Donc rien de plus simple, on prend tout simplement une éponge magique, Monsieur Propre, classique, et on vient alors frotter vraiment sans appuyer, puisque sinon on vient dégrader le feuille de peinture. Voilà, c'est pour la petite astuce. La nuit de séchage étant passée, on va attaquer les enduits de finition. Donc là, je change la taille de mon couteau. Je prends quelque chose de plus large pour aller récupérer un angle sur une largeur bien plus importante. Je travaille avec de l'enduit de finition Bagarre Airless G, donc c'est un enduit tout prêt, mais vous pouvez travailler avec des équivalents à préparer soi-même, donc que ce soit du GDX de chez Placo, que ce soit de l'Altec 203 en enduit de finition tout prêt. Tous les enduits de finition ne se valent pas, après c'est un petit peu la préférence de chacun. Il y a aussi une question de couleur, moi j'opte pour des enduits de finition qui sont un petit peu grisés. Ça va me permettre par la suite d'aller pousser un petit peu plus le ponçage et de voir réellement ce que je fais. Ma couche de finition est terminée, je vais lui laisser une nuit complète de séchage tranquillement. On se retrouve le lendemain matin pour la partie qui pour moi est la plus importante, donc qui consiste à poncer nos enduits. Là dans le camion j'ai plus de papier en 180, donc le grain 180 c'est celui que j'utilise pour faire mes ponçages de précision. J'en ai plus et pour m'éviter un aller-retour je prends deux papiers en 120, je viens gratter l'un sur l'autre. Le plus important lors des ponçages ça va être d'avoir une bonne source lumineuse qu'on va se faire suivre en lumière rasante. Ça va nous permettre de simuler une entrée lumineuse naturelle et d'aller chercher vraiment le ponçage parfait pour faire mourir la dernière petite lèvre que l'enduit de finition aurait laissé. Donc là, normalement, si le travail est bien fait, vous devez quasiment pas voir qu'il y a eu des enduits. C'est le but. Pour faire un ponçage correct à la main sur des petites passes d'enduit comme celle-ci, n'hésitez pas à faire des petits ronds, des petits cercles et prenez le temps vraiment d'essayer de faire les choses correctement parce que c'est ce qui conditionne toute la suite de votre finition. C'est vraiment une étape clé sur laquelle faut pas lésiner sur les moyens. J'ai pas de partenariat commercial, mais là vous avez vraiment la reine des impressions. Ce qui est important quand on utilise une peinture, c'est de la mélanger systématiquement, puisque au fur et à mesure du temps, la charge vient se déposer au fond du fût et ça peut être problématique pour la suite avec des effets de bullage et de transparence. La mise en impression est faite au rouleau lacqueur. Alors moi je suis dans une problématique un peu particulière puisque le chantier a été fait à l'airless et donc j'essaye de récupérer le grain de l'airless. Mais chez vous, vous pourrez travailler avec un manchon tout à fait classique et obtenir un résultat parfait. L'impression étant sèche au bout d'une heure sur enduit sec, je peux attaquer
la mise en peinture avec ma peinture de finition. Donc je viens un petit peu comme pour les enduits chercher un petit peu plus large. Et ce qui est très important ici, c'est de faire venir mourir la peinture sur le côté. Donc par faire mourir, j'entends laisser un petit peu de gras sur l'endroit à peindre et venir presque surtirer la peinture du côté qui n'est pas peint. Une fois que j'ai terminé la mise en peinture de tous les cadres, je profite de ce moment de temps de séchage que je vais laisser à la peinture pour nettoyer tout le chantier. J'insiste vraiment sur ce point, mais c'est important de présenter aux clients un chantier propre, même si la maison n'est pas habitée. Quand on choisit de travailler dans les métiers de la finition, ça fait partie du job de rendre systématiquement quelque chose de propre en fin de journée. Maintenant que ma première couche de finition a terminé son séchage, je vais pouvoir procéder à la pose des acryliques. J'essaye de vous montrer un petit peu dans le détail comment je prépare mes canules. Donc toujours je coupe le petit anneau qui la retenait au départ parce que ça se prend dans le pistolet et ensuite je vais chercher à faire un angle. Prenez le temps de le faire correctement parce qu'une canule vous la préparez une fois et vous faites toute votre journée après. D'un geste régulier, donc à une vitesse constante et à une pression constante sur le pistolet, je viens déposer le joint acrylique. Ensuite je me mouille le doigt et avec ce doigt mouillé, l'acrylique n'accroche plus du tout. Je passe dans un sens en mettant le plus de pression sur le côté où je ne veux pas qu'il y ait d'acrylique, donc là en l'occurrence sur la baguette, et puis je repasse dans l'autre sens pour finir de le lisser et le débuller si jamais il y a eu quelques bulles lors du passage. Il est important d'adapter la taille de l'ouverture de la canule au travail qu'on veut réaliser. À cette étape, on peut se permettre d'aller faire quelques reprises à droite à gauche sur des endroits qui ne nous plaisent pas en utilisant toujours l'enduit de finition. Afin d'éviter tout effet de craquellement à la mise en peinture des acryliques, je leur laisse systématiquement à minima une nuit de séchage. Et il en va de même pour les enduits de finition. Le printemps pointe le bout de son nez, notre terre rouge tarnaise est magnifique et j'arrive sur le chantier donc pour constater que en lumière rasante ça me va pas tout à fait. C'est très important de travailler avec les lumières naturelles de la maison et notamment un jour où il y a beaucoup de soleil, c'est là qu'on va pouvoir se rendre compte des défauts. Ici il manque encore une couche de peinture mais je peux d'ores et déjà anticiper le fait qu'en finition peinture j'aurai un effet de surbrillance, donc ce qui me permet de revoir un petit peu mon programme et de faire les choses différemment. Ici on perçoit bien le phénomène auquel je fais référence. Si vous regardez bien sur le mur à gauche, vous voyez une petite surbrillance. C'est pas grand chose mais c'est dans le souci du détail qu'on arrive à faire du joli travail et qu'on donne une impression de beauté sur un lieu. Donc ici la décision est prise de repeindre intégralement les deux murs en lumière rasante, ce qui aura pour but de rendre homogène l'intégralité du feuille de peinture que je vais laisser. Information importante à retenir quand vous appliquez de la peinture, il faudra impérativement que la pâte de lapin, donc le petit rouleau que vous utilisez, soit de la même espèce, de la même race, de la même contrée que le gros rouleau que vous allez passer derrière. Pourquoi? Parce que s'il y a une différence entre les calibres, entre les qualités de poils ou leur composition, vous aurez toujours systématiquement un écart entre le rechampi et l'application de la peinture derrière. Petit conseil pour ceux qui débutent, n'hésitez pas à vous mettre en lumière rasante, justement à vous déplacer et regarder au fur et à mesure de l'avancée de votre peinture, qu'il n'y ait pas de manque, parce que vous pouvez revenir jusqu'à 1 mètre en arrière sans problème, mais revenir sur le départ c'est un peu plus compliqué. Ici sur la vidéo, mon reflet dans la peinture grâce à la lumière rasante est un bon témoin des manques qu'il aurait pu y avoir. Vous verrez qu'avec le temps vous prendrez le coup de main, il ne faut pas désespérer. Le plus dur c'est de se lancer, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc il ne faut pas hésiter à essayer. Et tout est rattrapable de toute façon dans les métiers de la finition. Par habitude, je me sers directement au fût et j'utilise pas de grille, mais pour commencer, préférez quand même l'utilisation d'une grille qui vous permettra de décharger votre rouleau. Sur ce pan de mur, j'ai essayé de faire attention au cadrage vidéo pour pouvoir vous montrer au mieux la manière avec laquelle je viens de déposer la peinture. Je charge mon rouleau, je dépose mon rouleau au centre du mur, je monte une fois, je décolle le rouleau et je repars du bas et ensuite j'éteins. Avec ce procédé, j'arrive à déposer ma peinture de façon homogène et ça évite tout effet de traçage et de surcharge. Il faut vraiment pas hésiter à se mettre en lumière rasante pour regarder le résultat de ce qu'on vient de créer. Là, je vois que le feuille est parfaitement homogène, qu'il va venir se tendre gentiment au séchage. Je sais que j'aurai un mur qui sera absolument pas tracé. Je termine tranquillement tous les petits morceaux qui restent autour des cadres de porte, toujours en faisant bien attention de faire mourir la peinture, donc d'arriver presque à la surtirer sur le côté pour ne presque rien déposer. L'intérieur des cadres de porte
n'est pas préoccupant puisque ce sera entièrement caché par la porte lorsqu'elle sera posée. C'est pour ça que je ne les ai ni passés à l'enduit, ni remis en peinture. Là, ça commence à sentir la fin, on se rapproche du but. La peinture est quasiment terminée, j'ai anticipé la plupart des problèmes que j'aurais pu rencontrer par la suite en finition, donc je suis assez serein sur le résultat. Je procède au nettoyage de tout le chantier et sans oublier les petits détails qui font toute la différence. Petite poignée de porte sur laquelle j'avais mes petites patounes remplies d'enduit, on passe un petit coup dessus et je refais un tour général du chantier. J'ai remis en place les masquages puisque j'aime bien en partant, tant que la maison n'est pas terminée, laisser des masquages sur le chantier. Ça permet d'éviter le petit caillou sous la chaussure qui viendrait rayer ce sol magnifique. Ici, je me rends compte que mon travail est absolument invisible. C'est malheureux, mais c'est ce qu'il faut. Et je suis confiant sur la suite. Je sais qu'au claquement de porte, au courant d'air, il n'y aura pas de souci, ça ne craquera pas. Les choses ont été faites correctement, les temps de séchage ont été respectés. Et pour le coup, moi, ça me permet d'être serein sur la suite et de ne pas avoir à revenir sur un chantier parce que j'aurais fait quelque chose de travers ou je serais passé à côté de quelque chose. Ça, c'est très important pour s'éviter une certaine pollution cérébrale de ne pas revenir sur un travail déjà fait. Chargement du matériel dans le camion sous ce beau soleil et retour à la maison avec le sentiment d'un travail bien fait. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et si elle vous a été utile, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour aborder encore une fois ce joli métier qu'est celui de peintre en bâtiment.